et bienvenue dans ce nouvel épisode de Court-Circuit. Une année à la ferme, ça se passe toujours à la ferme de Trévereau, à Serran. Et aujourd'hui, on va rendre visite aux cochons. Nous allons parler de l'élevage, mais aussi de l'abattage. J'enfile des bottes et je vais rejoindre Simon et Benjamin. Et vous, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous recommande d'écouter le premier épisode avant de vous lancer dans celui-ci. Bonne écoute! Salut Simon! Coucou! C'est quoi le programme aujourd'hui? Eh ben on va aller nourrir les cochons, ils nous attendent, ils ont faim. Et ben c'est parti! Allez, on va monter. Tu veux qu'on passe par là, oui? Ben n'importe. Là c'est un peu le champ de bataille. Je pense que c'est Vesta là qui est une grosse creuseuse et qui nous creuse des trous partout. Il faut redire que du coup, les cochons, ici, ils broutent. Oui, c'est impressionnant la quantité d'herbe qu'ils peuvent manger. Là, on était là dans leur prairie et on les entendait vraiment brouter l'herbe. Avant de manger, ils broutent pas mal d'herbe là en début d'après-midi. Là, on les nourrit, en général, c'est quelques heures avant le coucher du soleil. Et donc une fois par jour? Une fois par jour. Et donc, ils mangent et très souvent, après avoir mangé, ils boivent un coup et ils vont aller s'allonger, faire une petite sieste digestive, c'est vraiment ça. Et tu peux rappeler ce qu'il y a dans la ration? Alors là, dans la ration pour les gestantes, il y a du triticale, il y a de l'orge de brasserie déclassée, il y a du tourteau de colza, il y a un peu de minéraux aussi, on rajoute. Ça va vite se calmer, Comme c'est un mélange de céréales, de légumineuses, d'un peu de tourteau, qui sont ensuite broyés, en fait c'est comme une sorte de farine, une farine très granuleuse. Et t'imagines manger la farine, c'est pas très cool. L'idée c'est d'avoir une bonne consistance, bien souple, une bonne bouillie. On a Ubelnae qui bave tellement à la fin. Donc Ubelnae, c'est ni une jeune ni une vieille, mais c'est une super mère, elle est trop cool, elle a des super résultats, elle fait à chaque fois des petits en super santé. Le problème est qu'elle a avorté, elle était confirmée pleine par échographie, elle a avorté, donc on l'a séparée des autres, on lui a donné sa deuxième chance, on l'a réinséminée, elle est quand même revenue en chaleur, donc elle n'a pas pris. Donc là c'était le dilemme de l'envoyer à la réforme, qu'elle parte. Et on lui donne du coup une troisième chance là, parce que ce serait vraiment dommage qu'on la perde. Ubelnae, elle est avec 3 petites cochettes, du coup qui n'ont pas encore de prénom, parce qu'elles n'ont pas encore été inséminées. Et ces petites cochettes là, en fait, on fait de l'auto-renouvellement. On les a récupérées dans nos propres cochons, nos propres femelles. On les a sélectionnées, suivant leur nombre de tétines, suivant leur sympathie, suivant si elles n'étaient pas trop grasses ou trop maigres. Et donc là, ça fait une semaine qu'on les sociabilise. Donc avec un seau rempli d'aliments, je les appelle. Et comme ça, le jour où il faudra les transférer aux maternités dans les bois, et ben on les appelle de cette manière-là avec un seau et elles viendront comme des petits chiens. Allez, viens ma fille, viens. Voilà, elles ont faim. Viens ma fille, viens. Bon, allez, on a bien marché. Allez, récompense. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc là, on est sur le plateau de Trévereau. Et donc, on a fait les gestantes, on a fait 2 parcs d'engraissement. Et donc, voilà, ça c'était les prairies d'un côté du chemin, et de l'autre côté du chemin, il y a les maternités. Dans ce bois-là, on a les 6 parcs qui feront du coup une bande par parc et par an. Donc là, on a Vakuna qui a faim, qui gratte sur son auge, ouais, juste moyen. Donc là encore,
même protocole. Donc l'aliment en farine, mais qui est juste un peu plus énergétique, un peu plus de minéraux. La dose pour un cochon classique, que ce soit à l'engraissement ou même pour les gestants, c'est 1,5 pelle. Et là, elles sont à 4. Parce qu'il faut que quand même ça produise du lait. Tu vois, elle a quand même commencé à se creuser un peu. Elle est légèrement creusée. Et ça, c'est un état, faut pas qu'elle fasse plus. Et là, Husqvarna, c'est une de mes favorites. Parce qu'elle est trop câline. Et elle est trop belle. Elle est assez sombre. Mais ses joues, ses bas joues sont très clairs. Je l'aime beaucoup. Et donc là, on va retrouver Benjamin. Elle est belle. Alors? Et les grosses filles? Bien? Bien? Interruption dans l'activité de pâturage. On va aller les voir. Nous ici là donc sur la ferme on a 12 truies et donc si tu comptes tous les cochons qui sont derrière, donc du plus petit porcelet jusqu'au gros cochon qui est prêt à partir se faire manger, on doit avoir autour de 100-120 cochons. Donc c'est un petit élevage, un tout petit élevage, 12 truies pour donner un ordre de comparaison. En bio, quand tu achètes du cochon, du jambon on va dire en grande surface ou chez Biocop, d'un cochon issu d'un élevage bio classique, un petit élevage bio c'est 50 truies. Un gros élevage bio, ça va être 150-200 truies. Et la moyenne française en 2020 était à 226. J'ai révisé, j'ai regardé les chiffres avant. Et ben nous, en fait, on produit à peu près 140-150 cochons par an sur l'élevage. Et donc après, la taille d'un élevage, on en parle. Enfin, un élevage naisseur-engraisseur comme nous, on l'évoque toujours en nombre de truies. Et donc nous on a 12 truies, je te dis en bio, si on va classique, on est entre 50 et 150, et aujourd'hui en filière classique industrielle, on va être un petit élevage aujourd'hui c'est 150 truies, il n'y en a plus beaucoup, et on a aujourd'hui des élevages, donc c'est des maternités collectives, donc c'est des éleveurs qui se regroupent et qui mettent toutes leurs truies dans un même bâtiment. Là dans la région on commence à avoir des élevages de 2000-3000 truies, ça commence à se trouver. Donc c'est juste pour dire que voilà, nous avec nos 12 truies, c'est vraiment un tout petit élevage. Du coup on tue 3 cochons par semaine, c'est ça notre objectif pour la vente directe. Donc elles font 2-3 portées par an. Alors elles font 2 portées par an, exactement 2. En fait le cycle de vie de nos animaux, donc nos 12 truies, elles sont en 3 groupes, donc c'est un fonctionnement en bande. Tu vois les 4 truies qui sont devant nous, elles vont mettre bas exactement en même temps, à 24 heures près. Du coup on va sevrer les petits en même temps, le même jour, ce qui va engendrer le retour en chaleur. Ça on le fait à l'âge de 8 semaines, ce qui est très tard. C'est quasiment l'âge naturel. Les sangliers, ils sèvrent à peu près à 10 semaines. En filière industrielle, on sèvre à 3 semaines ou 4 semaines. Et en bio, on n'a pas le droit de sevrer avant 40 jours. Donc 42 jours, la plupart du temps, nos collègues, ils sèvrent. Voilà, donc 6 semaines. Et nous, on sèvre à 8 semaines. Donc on sèvre vraiment très tard par rapport à ce qui se pratique par ailleurs. Pour des raisons de qualité d'élevage, en fait on a des porcelets, ils arrivent on les sépare de leur mère à un âge où au niveau immunitaire ils sont vraiment indépendants, autonomes, et donc du coup on n'a pas du tout de problème sanitaire dans ce qu'on appelle la période de post-sevrage, qui est la période la plus délicate en élevage de porc, et où en fait il faut le savoir, en élevage de porc en filière industrielle, c'est le moment où on a beaucoup de mortalité, et donc nous en sevrant très tard à 8 semaines comme ça, et ben en fait on s'évite ces problèmes-là. Par contre, l'inconvénient, c'est que nos truies, du coup, elles font moins de portées dans l'année. Nous, au lieu d'avoir 2,6 portées par an, par truie, on n'en a que 2. Ce qui fait qu'on a 24 portées de cochons par an. Donc en fait, c'est tous les 2 mois. Et en fait, ce qu'on fait au moment du sevrage, c'est que les mères reviennent ici dans les parcs qu'on appelle les parcs gestantes. Et les petits vont rester encore 3 semaines dans le parc où ils sont nés. Donc ça, c'est aussi une autre mesure en faveur, on va dire, du bien-être de nos animaux, c'est que on réduit encore, on supprime un stress. C'est que classiquement, ce qui se fait en élevage, c'est que, ce que je te disais, c'est qu'on prend les petits et on les met dans un autre parc qui s'appelle le post-sevrage. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un sevrage en maternité. Et après, ils vont rejoindre les parcs d'engraissement, où ils vont rester jusqu'à l'âge de 8 mois en gros. Et à 8 mois, on prend tout le lot de cochons, qui est né en même temps, et on va les emmener dans les parcs finition. Donc en fait, le parc finition, on a un endroit de la ferme qui est en fait au bord de l'élevage, où on a une plateforme en béton où on les nourrit et on a un quai de chargement. Donc en fait là, à partir du moment où ils ont 8 mois, 8 mois et demi, pendant 2 mois, on va faire partir 3 cochons par semaine de la bande. Quand tu dis on les fait partir, est-ce que tu peux expliquer, c'est-à-dire concrètement, c'est pas vous qui les emmenez à l'abattoir, c'est ça? Ouais, alors donc nous, on est en vente directe, on vend tous nos cochons nous-mêmes. Ce qui nous contraint à faire partir des cochons toutes les semaines.
parce qu'il nous faut de la viande toutes les semaines pour faire notre commercialisation. On travaille avec un boucher qui en fait nous fait une prestation intégrale, c'est-à-dire que lui, il va nous transporter les cochons vivants vers l'abattoir, il va les récupérer de l'abattoir, il va les transformer et les conditionner pour que nous on puisse revendre notre viande. Et donc effectivement, c'est lui qui s'occupe des derniers instants de nos cochons. Et Ça, donc, vous n'auriez pas eu trop le choix de faire différemment? alors, pour parler de ce sujet précis, nous aujourd'hui on n'est pas satisfait de comment ça se passe. Ce que je te décris là, aujourd'hui, c'est comment ça se passe et comment traditionnellement, depuis qu'on a arrêté de tuer les animaux dans les fermes, on procède pour tuer les animaux. On les transporte, on les stocke vivants. Et en fait aujourd'hui, moi je suis pas content de ce fonctionnement-là parce que même si tous les acteurs de la chaîne, c'est-à-dire moi au moment où je charge les cochons dans le camion, le transporteur qui emmène les animaux à l'abattoir et les gens à l'abattoir qui reçoivent les animaux vivants, tout le monde aura beau faire son travail du mieux possible en étant respectueux des animaux. En fait, ce qu'on inflige, qu'on impose à nos animaux, là, ne peut que aboutir à du mal-être. C'est-à-dire que on va les stresser, ils vont monter dans un véhicule, ils l'ont jamais fait, ils vont être mélangés avec d'autres animaux, donc c'est la baston. On va les stocker vivants dans un endroit qu'ils connaissent pas, qui sent la mort, parce que les animaux ils sont pas trop bêtes non plus. La mort c'est un truc, à peu près tous les trucs vivants savent ce que c'est la mort. Donc la manière de faire aujourd'hui, elle engendre un stress qui n'est pas, on peut pas le réduire. C'est-à-dire il est incompressible, il est présent et il est intrinsèque à la manière d'abattre nos animaux. Nous aujourd'hui on milite, notamment au travers d'une association qui s'appelle Alvi, pour rendre possible l'abattage des animaux à la ferme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le travail de l'abattoir, on a souvent tendance à le résumer à tuer les animaux. En fait, le moment de l'abattage, de la mise à mort d'un animal, dans le travail de l'abattoir, je dirais que c'est 5% de son travail. En fait, le travail de l'abattoir, comme je disais tout à l'heure, c'est de recevoir les animaux vivants, d'assurer leur traçabilité, de dire ces trois-là ils sont à machin, ces trois-là ils sont à truc, voilà, d'assurer la traçabilité, de les emmener jusqu'à la machine où on les tue, de les tuer, et ensuite on va peler, on va éviscérer la bête, on va la couper en deux, on va contrôler la qualité sanitaire. Il y a des vétérinaires qui sont présents sur place et pour chaque carcasse, ils vont dire ça c'est bon, ça c'est bon. Il y a ensuite un travail de refroidissement des carcasses. Et ensuite, il va y avoir un travail éventuellement de préparation des carcasses, de pré-découpe à l'abattoir et de traçabilité, de renvoyer les bonnes carcasses chez les bons clients. Et bien en fait, la mort là-dedans, c'est qu'une petite partie. Et en fait, donc avec l'association Alvi, on milite pour que cette opération de mise à mort, qu'on la mette en place à la ferme. Donc en gros, comment ça se passe? On a une remorque en inox qui appartient à l'abattoir. On va mettre à mort les animaux au moment du chargement. Et on va apprendre à l'abattoir à non plus gérer l'arrivée d'animaux vivants et de les prendre en charge sur une chaîne d'abattoir, les tuer et tout ça, mais de prendre en charge des carcasses d'animaux qui ont été tués une heure avant par exemple. Et donc ensuite de faire... Alors il faut savoir que ça se fait déjà. Tous les collègues qui élèvent du gibier, donc notamment les élevages de cervidés, en fait ils procèdent comme ça aujourd'hui. Les cervidés, on considère qu'ils ne sont pas transportables parce que ça générerait beaucoup trop de stress au vu du fait que c'est un gibier, c'est pas un animal d'élevage. Les Allemands et les Suisses, depuis longtemps, ont mis en place ce principe-là pour tous les bovins qui sont élevés en plein air et qui du coup ne sont pas habitués à être manipulés dans des barrières et dans des bâtiments. Donc là aujourd'hui, l'État et les services vétérinaires nous accordent aux éleveurs la possibilité d'expérimenter dans certains territoires des dispositifs d'abattage mobiles en lien avec des abattoirs locaux. Voilà. Dans la perspective de pouvoir mettre ça en place, qui pour moi aujourd'hui est un objectif de carrière, c'est-à-dire que moi j'ai envie de finir ma carrière en tuant mes animaux. Voilà, je dirais assez simplement que je serai l'éleveur le plus accompli, serein, le jour où je pourrai chaque semaine tuer les 3 cochons qui partent de la ferme. Ce sera vraiment un accomplissement important pour pouvoir se réapproprier la mort. Je vais faire mon petit couplet sur la mort. J'allais te poser la question, quel est ton rapport à la mort des animaux? Moi, j'ai compris un truc, c'est que tout ce que je mange a été vivant. Tout ce dont on se nourrit a fait partie à un moment donné d'un organisme vivant. Donc en fait, la mort, elle est indéboulonnable du cycle nourricier. Donc en fait, en soi, ce que je veux dire, c'est que la mort, elle n'est pas bien ou mal, elle n'est pas terrible ou vertueuse, elle est comme plein d'éléments de notre monde. Elle est là, elle est présente. En fait, on peut pas la nier, on peut pas, voilà. Et en fait, notre vie se nourrit de choses mortes. Moi, ce pourquoi je plaide, c'est plutôt se réapproprier, se réconcilier avec la mort et recomprendre l'idée qu'en fait, elle peut, comme plein de choses, être vertueuse quand, on va dire, elle s'insère dans un cycle
nourricier, local. Et elle est là, et donc elle peut être vertueuse. Elle peut être détestable et non désirable quand elle est, de mon point de vue, incluse dans un processus industriel. La mort industrielle des animaux sur les chaînes d'abattage industrielles, je ne vois pas comment elle peut être vertueuse, comment elle peut être désirable. Donc c'est pour ça que je dis que la mort, elle n'est pas bien ou mal. Elle est, et ça dépend comment elle est orchestrée et comment elle est en lien avec ce qui l'entoure. Par exemple, on a arrêté de le faire, on a élevé quelques moutons ici pour nous à la ferme. Et à chaque fois qu'on a tué les moutons, j'étais content. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est l'aboutissement d'un cycle de production. J'ai réussi, et j'étais hyper content de ça, à ressentir la même joie que quand on démarre la moissonneuse et que c'est le début des moissons, que quand on rentre dans le verger pour ramasser les pommes pour faire du cidre, que quand on attaque le champ de patates. En fait, c'est le moment où on va récolter le travail, on va récolter les fruits de notre travail de paysan, d'une production dans lequel on a mis du temps de travail, dans lequel on a mis des risques, dans lequel on a tout fait pendant un certain temps pour aboutir à la production. Et en fait, là, le moment de la mort, c'est un moment qui est hyper vertueux parce qu'on va transformer notre bête, la bête, en alimentation. Et du coup, c'est quelque chose qui est vertueux. Et en fait, la mort, à ce moment-là, moi, je suis vertical et hyper à l'aise de l'utiliser, de l'orchestrer, parce que elle a toute sa place. Est-ce que Simon, tu veux parler de ton rapport à la mort des bêtes, justement ? Par rapport à ce que Benjamin a déjà pu dire, je rajoutais un truc que j'avais capté il y a quelques années, c'était notamment cette notion de coévolution des animaux domestiques avec l'être humain. Et faut aussi replacer l'animal où il se trouve dans cette histoire-là. Je pense que Benjamin a les chiffres sur la datation de l'élevage de cochons. C'est 10 000 ans. Hein. 10 000 ans. 10 000 ans d'élevage. Ouais, donc on a le temps de se familiariser, c'est vraiment une coévolution, on va cheminer ensemble, et que du coup moi c'est en ça que je suis très d'accord avec le fait de prendre soin d'un animal, tout faire pour qu'il soit dans les meilleures conditions, pour ensuite après faire en sorte que cet animal-là puisse nous nourrir nous. Ouais, c'est quelque chose d'assez fort. Mais ça a été... tu as fait plusieurs choses à la ferme, les cochons ça n'a pas toujours été ton activité ici. Ouais. Et ça a été assez évident, parce que je me dis que ça va pas forcément être simple d'élever des cochons pendant 8 mois, 10 mois, selon le temps. Et après les voir partir à l'abattoir, je me dis que c'était pas une évidence. Y a des rapports un peu différents entre les porcs charcutiers, qui sont 25 dans le champ, et nos reproductrices. Parce que ces reproductrices, en fait, elles sont individualisées. On en a 12, elles ont tout un prénom, elles ont des comportements particuliers. On a forcément plus de liens avec certaines qu'avec d'autres. Et le moment de la réforme, pour certaines, j'ai un certain pincement au cœur, ou en tout cas une pensée. Là où pour les charcutiers, c'est quand même un peu différent. J'ai moins cette attention-là au moment où ils partent. Mais moi, je suis d'accord avec Simon, les truies, c'est pas pareil. C'est qu'effectivement, c'est nos collègues, un peu de boulot. On a passé du temps ensemble. Il y a eu des moments, parfois, il y avait beaucoup d'émotions, des mises bas difficiles où tu finis à 2h du mat à sortir les derniers porcelets, et que tout le monde tète et que c'est super, que la truie va bien, que tout le monde va bien. Toi, tu pleures, t'es trop content de ton opération. 2 ans plus tard, quand la truie elle s'en va à l'abattoir parce qu'elle a fini sa carrière, bien sûr qu'il y a ces moments-là. Mais en fait, ça, c'est notre problème à nous, c'est pas le sien. Il y a aussi un truc qui me tient un peu à cœur, qui est vachement lié à cette histoire de la mort, c'est aussi que derrière, l'animal, il va être valorisé pratiquement dans son entièreté. On va pas acheter de viande, on va pas mettre à la poubelle des pieds de cochon parce qu'ils n'ont pas été mangés. Et c'est une question de respect envers l'animal, de pas gâcher ça, quoi. De pas gâcher ce truc. En tout cas, merci Simon. Avec grand plaisir. Voilà Régis. Du coup, on a parlé de l'abattage en ce qui concerne les cochons. Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se passe pour les bovins pour l'abattage ? Notre atelier de bovins, c'est un atelier d'engraissement. On achète à différents élevages voisins des broutards. Donc les broutards, c'est des
des jeunes bovins qui ont été élevés avec leur mère jusqu'au sevrage. Et nous, on les achète autour de 8 mois, entre 8 et 10 mois. Et quand on les achète, nous, ensuite, ils sont nourris qu'à l'herbe, quoi. On les met au champ et on va les garder jusqu'à l'âge de 4 ans. Donc ça fait tu vois, on les garde plus de 3 ans, quoi. Et à 4 ans, donc nous, l'abattage, c'est pareil, on travaille avec le même boucher que pour les cochons. On attrape donc notre bœuf ou notre vache. Le boucher vient avec un camion, fait une ramasse de plusieurs élevages. Et les bovins, actuellement, nous, ils sont emmenés à l'abattoir de Montauban de Bretagne. Et ensuite, le boucher récupère la carcasse. Et ensuite, on récupère, voilà, comme pour le cochon, notre viande sous vide, prête à être commercialisée. Donc ça, c'est aujourd'hui la solution qu'on a, sachant qu'on a déjà expérimenté une fois un abattage à la ferme. Donc c'est vraiment la partie mise à mort qui est concernée, qui a été fait à la ferme. C'est ce que propose aujourd'hui l'association à la vie. Et on l'a expérimenté sur un bovin, c'était un bœuf qui était assez nerveux et pour qui, on va dire, la contention aurait été difficile, dangereuse pour lui, dangereuse pour nous. Et donc on a demandé une dérogation d'abattage à la ferme pour animal, on va dire, dangereux, nerveux. Donc c'est une solution qu'on a expérimentée une fois, qui actuellement génère des coûts un peu supplémentaires, parce que l'abattoir facture un peu plus cher, parce que ça vient perturber un peu, on va dire, leur logistique, leur planning, donc ils passent un peu plus de temps. Et puis il faut quand même faire venir le veto aussi pour le constat. Donc finalement, et puis aussi on a des analyses supplémentaires. Ce genre de choses font que ça coûte quand même plus cher, que ça prend plus de temps, mais on l'a fait et ça fonctionne bien. Et plutôt moi ça serait un souhait de faire la mise à mort des animaux. Alors pas d'avoir un abattoir forcément à la ferme complet, hein, mais de conserver un abattoir pas trop loin qui fasse qu'on puisse faire la mise à mort et transporter nos animaux nous-mêmes une fois morts à l'abattoir. Ça générerait sans aucun doute beaucoup moins de stress pour l'animal pendant ces dernières 24 heures, quoi, où il se retrouve transporté avec d'autres congénères. Et t'as quel rapport toi à la mort des animaux ? Ça dépend de quelle mort. Il y a la mort accidentelle, il y a la mort par maladie, et puis il y a la mort par abattage. L'abattage d'un bovin qu'on a élevé pendant 4 ans, en fait, dès le début, le contrat il est clair que c'est ça l'objectif. Et du coup, je suis à l'aise avec ça et j'ai pas d'état d'âme à envoyer une vache à l'abattoir. Mais parce que ça fait partie du contrat et que ça fait partie du cycle normal de l'élevage. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, ce que peuvent vivre des gens aujourd'hui sur des abattages préventifs de totalité d'un troupeau, où là, on perd l'élevage, quoi. Moi, en fait, quand il y a un bovin qui part, il y a toujours, dans un élevage, en fait, il y a un cycle avec un renouvellement. Et donc, il y a une vache qui part à l'abattoir, ça laisse la place à une autre. Et nous, on est très contents de parler à nos clients du nom des vaches qu'on a tuées et dont on leur propose la viande et de pas, on va dire, essayer justement de dissimuler ce côté attachement et ces émotions qu'il y a, voilà, d'attachement à des animaux. Alors ça, c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui dans la société citadine actuelle qui n'expérimente pas la vie avec les animaux, de comprendre qu'on peut aimer une vache et en même temps accepter qu'à un moment donné, on va la manger. Ça, c'est clair que c'est compliqué. C'est des choses qui se vivent et dans une ferme, en fait, la mort, c'est encore un des rares endroits dans la société où on la côtoie beaucoup plus, que du coup il y a moins ce tabou, quoi. Elle fait partie du cycle, quoi. Parfois les gens ils doivent être un peu décontenancés, non, en vous entendant parler du nom des vaches au marché. Ah oui, il y a des gens qui disent ah non, me dites pas, je veux pas savoir. Je leur dis si, justement, je tiens à ce que vous sachiez que voilà, c'est une vache qu'on a élevée, qui a un nom, c'est pas un numéro juste, on la connaît, elle a son caractère et la plupart des clients ils se sont habitués et maintenant c'est eux qui posent la question. Ah cette semaine elle s'appelait comment la vache ? Et je pense que ils ont trouvé un sens au fait de savoir ce qu'ils mangeaient, que de manger une préparation de viande hachée bolognaise avec une viande qui n'a plus la consistance de viande, qui ressemble plus à de la viande, dont on ne sait pas d'où ça vient, enfin voilà, quelque chose de complètement anonyme. Je pense que l'industrialisation de la consommation de la viande, ça fait perdre son sens à la consommation de viande. Quand dans l'industrie, quand ils parlent de viande hachée, ils parlent de minerais. Ils parlent même plus, c'est devenu
une matière première complètement anonymisée où on coupe le lien avec le vivant. Moi, je pense qu'il faut consommer de la viande en conscience et avec un vrai lien avec le fait que c'est des êtres vivants. Merci d'avoir écouté Court Circuit. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'une année à la ferme.